Une comète vient d'exploser aux abords du Soleil, sa luminosité bondissant d'un coup dans la nuit, sa queue s'étalant plus largement que 5 pleines lunes. Quelques jours plus tard, le Soleil déchaîne sa plus puissante éruption des derniers mois, propulsant une vague colossale droit vers la zone spatiale où la comète R2-Swan, comme l'indique son nom, file à vive allure en direction de la Terre. Le 21 octobre, Swan s'approchera comme jamais, pile au moment où un autre objet interstellaire frôlera un alignement quasi parfait. Tandis que des tempêtes solaires s'apprêtent à percuter la gigantesque queue de la comète, personne ne peut anticiper ce qui va se produire. Le ciel s'illuminera-t-il d'un spectacle épique ou sombrera-t-il dans un silence total? La réaction en chaîne est lancée. Alors, que se passe-t-il quand le feu stellaire croise le visiteur cosmique? Le 12 septembre 2025, la comète C 2025, rebaptisée simplement Swan, frôle le Soleil à une distance de seulement un demi-unité astronomique, plus près que Mars ne l'est jamais de la Terre. Au départ, les données paraissent banales. Un objet faible et lent a émergé, avec une magnitude oscillant autour de 7,4 et une queue s'étirant modestement sur 2 degrés dans la nuit. Pourtant, les comètes excellent dans l'imprévu. À peine 2 semaines après son passage au périhélie, l'éclat surgit violemment. Le 26 septembre, des amateurs au Japon et en Australie repèrent les premiers indices. Un saut abrupt, presque d'une magnitude entière, propulse Swan dans le champ de vision à l'œil nu pour ceux qui observent sous des cieux sombres. À la fin de la journée, les forums internationaux s'animent de mesures photométriques en direct, validant une hausse de brillance à 5,7, stabilisée autour de 5,8 jusqu'au 28 septembre. Ce n'est pas un simple caprice chiffré. De telles explosions renvoient directement au noyau, ce cœur gelé malmené par des siècles dans les abysses spatiaux, désormais assailli par la chaleur solaire. Tandis que la comète s'éloigne de son point le plus proche du Soleil, des poches volatiles enfouies sous la croûte atteignent leurs limites. Des gaz jaillissent, emportant poussière et glace, gonflant la chevelure et alimentant la queue. L'impact est instantané. Les courbes de lumière dérivent des prévisions, et chaque nouvelle observation dévoile un indice sur les processus internes. Contraintes thermiques, dégazage, voire effondrements locaux, tout est envisageable. Certains observateurs discernent des traits de jet près du noyau, signe potentiel de fissures dans la croûte ou d'orifices fraîchement ouverts. Le comportement de la comète s'écarte des schémas classiques, attirant l'intérêt des experts autant que d'un réseau mondial d'astronomes amateurs. Pour l'instant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Swan est passé à une étape inédite. Son moteur interne révélé, ses prochaines évolutions imprévisibles. La véritable interrogation porte non seulement sur son éclat maximal, mais sur les effets de cette énergie libérée sur la structure de la comète et sur l'immense queue qui se déploie dans son sillage. Une queue couvrant plus de 2,5 degrés dans le ciel, équivalente à 5 pleines lunes alignées bout à bout. Pour les contemplateurs du firmament, cette envergure modifie tout. Ce n'est plus un point flou égaré parmi les étoiles. C'est une formation qu'on peut suivre aux jumelles, une traînée qui capte le regard même en périphérie urbaine. Cette étendue expose davantage les mystères de la comète. Amas de poussière, rayons mouvants, et le bleu électrique subtil de la queue ionique, tous modelés par le vent solaire. L'agencement de la queue narre une histoire en temps réel. La poussière, plus dense et traînante, reste près de la trajectoire de la comète, formant un large éventail illuminé par le Soleil. Mais la queue ionique, plus légère et instable, peut se tordre, onduler ou se détacher sous l'influence des conditions solaires adéquates. Avec l'étendue actuelle de la queue de Swan, surpassant n'importe quel horizon urbain, même les petits télescopes distinguent des structures. Filaments, sinuosités et courbures abruptes. Pour ceux qui suivent de nuit en nuit, les transformations ne passent pas inaperçues. Une seule soirée peut apporter un nouveau virage, un panache qui s'estompe, ou un éclat soudain alors que de la matière jaillit du noyau. La communauté cométaire mondiale réagit déjà. Des amateurs sur tous les continents accumulent des images, échangent des observations et diffusent des séquences accélérées montrant le mouvement de la queue heure par heure. Les forums s'emplissent de comptes rendus sur des variations de teintes discrètes. Bleu glacé pour les ions, or pour la poussière, évoquant la chimie complexe en jeu. La position basse de la comète dans le ciel austral pendant la majeure partie de septembre et octobre avantage les observateurs d'Australie, d'Afrique du Sud et d'Argentine. Mais les latitudes nord profitent aussi de l'ascension de Swan et de la lune déclinante. Pour quiconque dispose d'une simple paire de jumelles, les prochaines semaines promettent un spectacle privilégié sur une expérience vivante de physique du système solaire. L'étendue de la queue dépasse le simple visuel. Elle prépare le terrain pour l'interaction quand le Soleil enverra sa propre onde de choc dans le même secteur spatial. L'enjeu n'est plus seulement la longueur que prendra la queue, mais sa réponse face à l'arrivée du vent solaire. Le 28 septembre à 8h43 temps universel coordonné, le Soleil explose avec une éruption de classe M6,4, la plus intense des derniers mois.
Durant la plus grande partie de septembre, l'activité solaire était restée modérée, les mesures de flux X des satellites GO indiquant une phase plate, signe d'une accalmie dans le cycle actuel. Puis, sans crier gare, les détecteurs de rayons X s'emballent. L'énergie de l'éruption, quantifiée en millions de kilowatts, illumine les graphiques de GO, 16 et GO, 18 en quasi-temps réel. Les physiciens solaires du NAT. Le Centre de prédiction des conditions spatiales de l'Administration nationale océanique et atmosphérique s'est mobilisé en urgence pour évaluer l'incident, en vérifiant les données avec l'Observatoire de dynamique solaire. Les images et les observations coronographiques provenant de l'Observatoire solaire et héliosphérique. Il ne s'agit pas d'une simple perturbation solaire mineure. Les éruptions de classe M occupent une position intermédiaire dans la classification, mais une de magnitude M6. 4 suffit à alerter les opérateurs de satellites et les prévisionnistes des phénomènes spatiaux. L'origine de cette éruption, la région active 4232, un groupe de taches solaires complexes doté d'un champ magnétique tortueux, la situe dans le même cadran solaire que celui vers lequel se dirige actuellement la comète Swan. En moins de 30 minutes, les coronographes ont validé le départ d'une éjection de masse coronale. La vitesse initiale de cette CME, évaluée entre 800 et 1000 km par seconde, la classe parmi les explosions les plus rapides de l'année. Dans les salles de contrôle, les notifications se propagent rapidement. Les équipes de satellites revérifient leurs procédures face aux pics de radiation, mais cette CME n'est pas orientée vers la Terre. L'attention se porte plutôt sur ce qui se trouve sur sa trajectoire. Le moment choisi, seulement 2 jours après l'activité de Swan, attire aussitôt l'intérêt. Les officiers de service signalent l'événement aux scientifiques spécialisés dans les comètes, qui entament des simulations sur une éventuelle rencontre entre la CME et la queue ionisée en expansion de Swan. Pour l'instant, les chiffres résument la situation. Une éruption M6. 4 survenues à 8h43 temps universel coordonné. Une CME filant vers l'extérieur et une comète avec une queue dépassant 2 degrés de largeur potentiellement touchée. Le Soleil, calme depuis des semaines, a libéré une impulsion énergétique puissante dans la même zone spatiale où Swan donne son spectacle. La conjonction de ces phénomènes reste exceptionnelle, et tous les instruments, des détecteurs de rayons X de GO au télescope au sol, ont désormais une justification pour surveiller attentivement. Au sein du Centre de prédiction des conditions spatiales de la NOAA, la mobilisation a démarré dès l'apogée de l'éruption. Les analystes ont consulté les flux en direct du coronographe LASCO de SOHO et des images héliosphériques de STEREOA, examinant les séquences pour repérer l'arc de plasma en élargissement. La CME, partie juste après 8h45 UTC, s'est déployée avec une vitesse initiale d'environ 900 km par seconde, suffisante pour franchir la distance moyenne Terre-Soleil en moins de 2 jours. Son ouverture angulaire, d'environ 90 degrés, la range parmi les éjections les plus étendues de l'année. Mais le point essentiel concernait sa direction. Cette fois, l'explosion a évité la Terre de loin. Au contraire, les superpositions de modèles indiquaient que le lobe principal balayait la région spatiale actuellement investie par la comète Swan. Pour les équipes de prévision, le défi résidait dans la géométrie. Les éjections solaires ne suivent pas des trajectoires linéaires parfaites. Elles s'étendent, se courbent et peuvent parfois se fragmenter en traversant le vent solaire. Pour tracer le parcours de la CME, les experts assemblent les images coronographiques en positionnant le front d'onde par rapport aux emplacements connus des planètes, des sondes, et pour la première fois depuis longtemps, d'une comète arborant une queue supérieure à 2 degrés. Les coordonnées de Swan, situées juste à l'intérieur de l'orbite terrestre, un peu au sud de l'écliptique, la placent près du couloir prévu, bien que l'incertitude en 3 dimensions persiste. Sans impact direct sur la Terre, les données in situ sur le plasma seront restreintes, reléguant l'imagerie terrestre et orbitale au rang d'outils principaux pour suivre la rencontre. Tous les grands centres de prévision alertent les chercheurs sur les comètes. La interrogation principale: la large façade de la CME va-t-elle vraiment croiser la queue de Swan ou la frôler sans effet? Les projections les plus fiables situent l'arrivée de la CME près de la comète entre 48 et 72 heures après son lancement, en fonction de la trajectoire réelle et de la vitesse. Les estimations de densité prévoient un événement modéré, capable de perturber la queue ionisée sans risque notable pour la Terre. Pour notre planète, le danger est négligeable. Pour Swan, le plasma solaire approchant prépare le terrain à un éventuel spectacle de torsion dans la queue, de déconnexion ou de modification rapide. Des phénomènes qui pourraient se dérouler en quelques heures, observables par quiconque scrute la bonne portion du ciel. Les instruments sont parés. Les flux de données circulent. Désormais, tous les regards se tournent vers le couloir de la comète. Les champs magnétiques déterminent le destin de chaque queue cométaire piégée dans le vent solaire. Quand une éjection de masse coronale, comme celle du 28 septembre, balaie l'espace,
elle entraîne un réseau emmêlé de lignes de champs magnétiques, chacune portant sa propre orientation. La queue ionique d'une comète se compose de particules chargées arrachées au noyau et repoussées par l'efflux constant du Soleil. Ces ions ne flottent pas passivement. Ils s'accrochent aux lignes de champs magnétiques, formant une sorte d'attache invisible qui s'étire sur des millions de kilomètres derrière la comète. Mais le vrai spectacle commence à la frontière entre la queue de la comète et le vent solaire entrant. Si le champ magnétique intégré à l'éjection de masse coronale s'oriente vers le sud, à l'opposé de la direction habituelle près de la comète, les conditions favorisent ce que les physiciens nomment une reconnexion magnétique. C'est l'équivalent cosmique d'un disjoncteur qui s'ouvre brutalement. Les lignes de champ du vent solaire et de la queue cométaire se heurtent, se rompent et se relient swiftly en configuration nouvelle, libérant de l'énergie et détachant des segments entiers de plasma. En termes concrets, cela implique que la queue de la comète peut se détacher en quelques minutes. C'est une lueur éclatante s'échappe en fragments dans l'espace, tandis qu'une nouvelle queue se forme presque instantanément. L'orientation du champ magnétique des éjections de masse coronale, en particulier la composante BZ, décide de l'intensité de cet impact. Un champ dirigé vers le sud représente le déclencheur le plus probable pour rompre la queue, alors que les champs nordiques peuvent passer sans causer plus qu'une légère ondulation. Le mécanisme s'accélère rapidement, parfois observable en quelques heures seulement, et peut générer des courbures spectaculaires, des chutes brutales de luminosité, ou même un nuage d'ions détachés qui évolue de manière autonome. Pour les théoriciens et les simulateurs, c'est une opportunité exceptionnelle d'observer la reconnexion magnétique à une échelle impossible à reproduire en laboratoire. Chaque torsion et rupture s'inscrit en direct dans le ciel, et chaque heure devient précieuse. La période de transformation spectaculaire est ouverte, avec des règles basiques. Surveillez la queue, fiez-vous à vos observations, et restez flexible dans vos prévisions. La queue ionique de Swann, mesurant plus de 2,5 degrés de long, subit l'assaut total du vent solaire. Si les lignes de champ de l'éruption coronale croisent la trajectoire de la comète, la queue ionique pourrait se tordre ou se détacher en seulement 90 minutes, un phénomène qui se produit généralement en silence dans les confins de l'espace pour la plupart des comètes, mais qui se déroule ici sous les yeux des télescopes amateurs. Les signatures spectrales pourraient varier subitement, avec des raies d'hydrogène et d'oxygène se décalant jusqu'à 50 km par seconde au fur et à mesure que le plasma répond au choc. La forme peut évoluer en des temps plus courts qu'un film, avec un filament lumineux se libérant ou une nouvelle queue surgissant après un événement de déconnexion. Voilà la science en action tempo réel. Et les meilleures informations pourraient provenir des astronomes amateurs, quiconque dispose d'un appareil photo et d'un ciel dégagé. Mais la prudence reste de mise. Pas chaque vague ou obscurcissement soudain confirme une tempête solaire. La trajectoire exacte de l'éruption reste incertaine, et les prévisions de rencontres directes demeurent des hypothèses, non des certitudes. Les spécialistes appellent à la vigilance plutôt qu'à l'assurance. La bonne approche consiste à enregistrer, analyser et partager, en construisant un dossier mondial au fil du récit de la comète. Pour l'instant, le seul serait le changement. La prochaine bizarrerie pourrait surgir en une seule image, et le monde observe uni. Le 21 octobre 2025. Les chiffres racontent l'histoire. Swann frôlera la Terre à seulement 0,25 unités astronomiques, environ 39 millions de kilomètres, soit à peu près 100 fois la distance jusqu'à la Lune. Pour une comète, c'est l'équivalent planétaire d'un survol rapproché. Ce n'est pas un hasard. L'alignement est quasi parfait. L'orbite de Swann traverse l'écliptique sous un angle faible, suivant le même plan invisible qui trace la voie principale du système solaire. Sa position juste au sud de l'écliptique la place au cœur de la région où le vent solaire et la feuille de courant héliosphérique sont les plus dynamiques. Le même jour, le visiteur interstellaire 3, I, Atlas, atteint la conjonction supérieure, pile opposée au Soleil vu de la Terre, pendant que Swann atteint son point le plus proche. Ces deux corps, séparés par des millions de kilomètres mais naviguant dans le même couloir large, offrent une occasion rare de juxtaposer dynamique locale et interstellaire. Pour les calculateurs d'orbite, cet alignement est une anomalie statistique. Les chances que deux tels objets, l'un issu des confins du système solaire et l'autre de l'espace interstellaire, se croisent près de l'écliptique en quelques jours sont infimes. Le moment est tout aussi remarquable. Le 21 octobre coïncide avec la nouvelle lune, éliminant l'éclat lunaire et procurant les cieux les plus noirs du mois. Avec Swann au plus près, l'effet de parallaxe, ces légers déplacements apparents selon les points d'observation sur Terre, devient accessible même aux télescopes modestes des jardins. Les cartes célestes montrent Swann s'élevant nuit après nuit, sa queue balayant les constellations du Sud. L'écart entre la Terre et la comète, tracé en temps réel, se réduit à un quart seulement de la distance Terre-Soleil, ouvrant la fenêtre idéale d'observation avant que Swann ne s'éloigne à nouveau dans les profondeurs spatiales. Pour quiconque vise à repérer Swann ces prochaines nuits, le timing et l'équipement sont cruciaux. Le 21 octobre est la date phare.
Approche minimale, nouvelle lune, et cieux les plus sombres du mois. Mais l'opportunité s'étend plus loin. La trajectoire de Swan file juste au sud de l'écliptique, grimpant chaque soir à travers les constellations australes. De Buenos Aires à Perth, la comète apparaît tôt et persiste jusqu'aux petites heures du matin, sa queue balayant l'ouest à l'horizon. Dans les latitudes nordiques, la visibilité s'améliore au fil d'octobre, avec Swan émergeant au-dessus des arbres après minuit et gagnant en hauteur chaque nuit. Les cartes stellaires placent Swan près de la limite entre Grue et Piscios-Trinus. Facile à localiser en tirant une ligne de Fomalhaut vers Mala, l'étoile la plus brillante du coin. L'orientation de la queue permet une comparaison côte à côte avec les étoiles de champ. Avec 2,5 degrés de long, le sillage de la comète se mesure au vide entre Altaïr et ses voisines les plus proches. Pour les observateurs binoculaires, un champ standard de 7x50 englobe toute la queue en un regard. Les petits télescopes dévoilent plus de détails, mais même un appareil photo simple peut avec un trépied, on peut fixer la trace lumineuse en à peine quelques secondes d'exposition. La technique de la parallaxe entre en action dès que la comète Swan se rapproche. À seulement 0,25 unités astronomiques, son emplacement visuel bouge d'un rien selon votre position. Un phénomène que l'on peut repérer avec un brin de patience sur quelques heures et un regard précis. Les équipes d'amateurs en astrophotographie s'organisent sur plusieurs continents, inscrivent les heures de lever et de coucher et diffusent des calques pour suivre les variations nocturnes de la queue. La routine est facile. Marquez l'emplacement de la comète, tracez ou prenez en photo sa queue, et guettez les courbes, les flambées soudaines de clarté ou l'assombrissement. Chaque veilleur, au milieu des lumières citadines ou dans les ténèbres champêtres, contribue un détail à la vue d'ensemble mondiale. C'est l'occasion idéale pour se lancer dans l'observation. Cette conjoncture inhabituelle prépare une confrontation consignée. Alors que Swan frôle le plus près de la Terre le 21 octobre, à près de 0,25 unités astronomiques, les experts guettent les impacts directs entre l'éruption de masse coronale et la queue ionique de la comète. Un événement reconnu pour déclencher des altérations visibles en un clin d'œil. Pourtant, les retombées exactes de cette confrontation entre le Soleil et la comète sont encore incertaines, sans lien prouvé entre la dernière éruption solaire et l'explosion précédente de Swan. Ce qui est établi pour ce mois d'octobre, c'est que les amateurs comme les professionnels bénéficient d'une brèche exceptionnelle pour capter en direct les mouvements cométaires et les forces solaires. Comme l'atteste la campagne d'observation planétaire, le parcours de Swan représente une aubaine précieuse pour monitorer les puissances cosmiques en pleine action, avec des avancées essentielles qui se dessinent encore.